Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Retour d'expérience sur le Digital Tech Fund. Jérôme Vitamer, founding partner chez Expon Capital. Et donc, ils sont arrivés avec cet outil après quelques mois de développement. Je me rappelle, lors de la due diligence, les premiers feedbacks qu'on a eus, c'était les mêmes feedbacks à chaque fois. J'avais sélectionné un small size Manco, mid size Manco, big size Manco. On a été au pitch avec Davidé. La réaction behind the scenes après, quand j'ai débriefé avec nos interlocuteurs, c'était non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est du fake. Ils pensaient pas que c'était possible d'avoir une solution aussi puissante. Brièvement abordé en 2021 sur un épisode avec Nicolas Buc, je me suis penchée avec mon invité Jérôme sur la création du Digital Tech Fund en 2016 visant à soutenir l'écosystème tech au Luxembourg. Ce premier essai a fait ses preuves et nous parlons ici du troisième fonds. Vous allez comprendre les enjeux de place et des exigences d'Expon Capital à qui la gestion a été confiée. Nous revenons sur les enseignements des fonds 1 et 2, sur la manière dont l'écosystème naissant a évolué sur 7 ans, ainsi que sur la collaboration entre les acteurs publics, institutionnels et privés pour soutenir l'innovation localement. Un sacré challenge pour un si petit pays. Jérôme nous parle aussi d'Expon, de l'équipe, et nous présente 2 startups dans lesquelles ils ont investi il y a quelques années, NextGate Tech et Salonki. Vous allez voir comment ces dernières ont évolué et étendu leurs propositions de valeur, l'une dans l'industrie des fonds et l'autre en intégrant de la finance embarquée. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Bonjour Solène. Hyper contente de te retrouver au bazar pour enregistrer cette fois-ci. La dernière fois c'était pour déjeuner. Oui. Merci de nous accorder un petit peu de ton temps pour qu'on parle d'Expon. Est-ce que tu pourrais quand même te présenter à notre audience avant qu'on commence? Oui, absolument. Donc, qu'est-ce que tu veux que je raconte? Écoute, avant Expon, qu'est-ce que tu as fait? Parce que la dernière fois, tu m'avais tout raconté en détail, donc là, on va faire un peu plus condensé quand même. Écoute, je suis avant tout un passionné de tech, un nerd, un geek, très curieux de tout. Et c'est de là que finalement, c'est ça qui m'a amené d'une part vers l'entrepreneuriat, mais aussi vers le venture. Avant tout parce que le venture, c'est le holy grail pour toute personne qui est hyper curieuse, parce qu'on a affaire à des nouveaux fondateurs plusieurs fois par jour, avec des nouvelles idées, de changer le monde, et donc ça stimule en permanence. Et c'est ça qui est génial. Mais tu n'étais pas en VC avant? Si, en fait j'ai commencé un VC. C'était dans l'industrie LP, non? J'étais across a bit everything. Donc, si on reprend depuis, entre guillemets, le début, j'ai commencé à investir en tech, en fait, il y a un peu plus de 30 ans, il y a 32 ans, quelque chose comme ça. Mais j'investissais dans des sociétés cotées à cette époque-là. Ouais. Mais à l'époque, l'accès à des sociétés cotées, tu avais des sociétés tech qui étaient toutes petites, qui valaient quelques dizaines de millions. D'ailleurs, j'ai investi dans une société qui s'appelle M-Systems, qui fait la mémoire, qui a inventé la mémoire flash qu'on retrouve dans tous les téléphones mobiles ou bien dans les laptops. Ça, c'était en 94. La boîte valait 20 millions. Elle a été vendue 1,6 milliard à SanDisk une dizaine d'années plus tard. Donc non, ça date vraiment de très très loin. Et c'est une passion dévorante dans laquelle je suis tombé quand j'avais 18 ans. Mais c'est ça, tu m'expliquais, tu faisais du trading déjà à l'époque. Voilà. Oui, j'avais installé ma trading room à l'époque où il y avait Internet, mais pas le web encore. Donc ça vient de là. Et puis, la question s'est posée, carrière traditionnelle, machin. J'ai essayé, franchement, ça n'a pas du tout marché. Et il y a clairement... si tu veux, dans ma famille, si on regarde un petit peu les trajectoires, c'est plutôt des caractères assez indépendants, entrepreneuriaux, et qui ne fitent pas dans des cases. Ouais. Après avoir essayé, effectivement, j'ai travaillé aussi en banque d'investissement, dans une boîte d'investissement qui faisait du PI et du VC. En fait, c'est pour ça que ma réponse était un petit peu évasive il y a quelques secondes. Et ce qui était intéressant, là, c'est que j'avais vraiment carte blanche, c'était il y a 20 ans, pour finalement aller chercher les targets comme il me plaisait. Et en fait, c'est intéressant parce que
le but n'était pas de faire du PI ou du listé, mais c'était de faire juste simplement des bons investissements dans les sujets qui m'intéressaient, qui étaient, comme aujourd'hui, toujours la tech. Et donc, ça m'a permis de faire des investissements dans des boîtes comme EVS, qui est devenu leader mondial dans son domaine en Belgique, dans tout ce qui est live slow-mo replay, donc des players pour la post-production dans le domaine TV et vidéo broadcasting, d'investir dans des sociétés comme en télécom, comme Vox Mobile, quand on avait démarré from scratch. Enfin, c'est pas moi qui l'ai démarré, c'est Jean-Claude Bins et Pascal Coster, mais ils sont venus nous voir à l'époque avec une feuille de papier A4 avec l'idée, on veut créer une boîte de 3G, et donc en quelques mois, on les a aidés à créer ce magnifique projet. Je suis rapidement allé au board, et puis je suis même rentré dans l'équipe de management, puisque je suis devenu directeur financier. Je savais pas. C'est pour ça que je me disais qu'il y avait quand même un petit passage en industrie. En industrie, oui. Mais bon, je gardais quand même une fesse, entre guillemets, chez BIP à l'époque, en tant qu'investisseur. Donc je faisais les deux à la fois. Voilà, donc en fait, assez tôt, un problème à choisir le côté de la table, si tu veux. Investisseur ou entrepreneur. À chaque fois que j'étais d'un côté, j'étais frustré. Il me manquait quelque chose, et j'ai résolu ça il y a 8 ans maintenant, avec Expand Capital, en étant entrepreneur VC. Génial. C'est ça qui permet de résoudre l'équation. Bon, on va en parler. Avant de parler d'Expand Capital, je voulais parler du Digital Tech Fund. J'en avais brièvement parlé avec Nicolas Buc, mais il y a déjà 2 ans, sur mon podcast. Donc j'aurais aimé qu'on revienne sur ce Digital Tech Fund, et pour que je vous explique un petit peu les raisons qui ont motivé la création de ce véhicule, et les objectifs qui avaient été assez ambitieux, lancés c'était en 2016, quelque chose comme ça. C'est ça, absolument. J'aurais aimé un petit peu que tu nous remettes dans l'ambiance de l'époque. Depuis à peu près 2000 que je suis actif dans l'écosystème des startups ici au Luxembourg, et il y avait des choses qui se faisaient. J'avais d'ailleurs créé un mapping à cette époque-là. Il y avait au niveau éducation, recherche, c'était très très parsemé. Au niveau entrepreneuriat, c'était aussi extrêmement éclaté, parsemé. Il n'y avait pas d'incubateur, d'accélérateur, il n'y avait pas de VC. En fait, il n'y avait pas grand-chose. En fait, c'était vraiment, on peut le dire, c'était le désert. Et donc, l'idée du Digital Tech Fund, qui n'est pas la nôtre, mais celle du ministère de l'économie, elle est partie d'un constat, c'est de dire il n'y a pas de fonds d'investissement venture dédiés au Luxembourg. Il n'y en a pas. Donc de temps en temps, il y a effectivement des business angels qui mettent un ticket et qui permettent à des boîtes de sortir de terre. De temps en temps, il y a un investisseur qui est ici, parce qu'il y avait quand même à l'époque des groupes d'investissement qui décidaient de prendre des tickets, mais c'était essentiellement, ils étaient concentrés sur des investissements à l'étranger et pas sur le sol luxembourgeois. Ils regardaient de temps en temps des choses luxembourgeoises, mais souvent c'était pas vraiment les trucs avec une ambition gigantesque. Donc finalement, oui, il manquait un outil pour soutenir l'émergence de cet écosystème de start-up que l'on voit aujourd'hui. On voit l'ampleur que ça a pris. À l'époque, il n'y avait absolument rien. Et donc les objectifs, c'était promouvoir l'innovation à long terme. C'était, deuxièmement, investir dans quelques jeunes boîtes en amorçage. Troisièmement, c'était faciliter le transfert de technologies ICT qui étaient développées avec l'université. Quatrièmement, faire grandir l'écosystème. Et évidemment, apporter du savoir-faire et faire monter le niveau de jeu. Ça, c'est vraiment la manière dont on a pris notre mission. C'était vraiment, amener une exigence. On a été assez mal compris, je crois, au début, quand on a commencé. On disait, oui, mais pourquoi vous n'investissez pas plus, vous faites quelques boîtes. Mais on a voulu vraiment envoyer un signal très clair à la place, c'est we're not easy money. If you want to, si vous voulez recevoir un financement d'un outil comme celui-là,
il va falloir bosser dur et il va falloir montrer que vous avez des grandes ambitions. Parce que le but n'est pas de créer des boîtes lifestyle qui vont faire 5 millions de chiffre d'affaires et le fondateur s'achète sa villa en Espagne et puis tout le monde est content. Non, le but c'est de créer des... Ouais. C'est un peu décevant là. C'est décevant. Et clairement, attention, il n'y a pas de jugement de notre part. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça, mais à ce moment-là, tu ne vas pas chercher du venture capital. Tu vas chercher de l'argent chez ta friends family, and that's good enough. Ouais. Et tout le monde sera hyper content. Hein, mais le venture, c'est une ambition et une exigence beaucoup plus importante. L'objectif que l'on a pour les entreprises dans lesquelles on investit, que ce soit ici à Luxembourg ou à l'étranger d'ailleurs, c'est d'avoir des catégories leaders, c'est de créer des leaders européens ou des leaders mondiaux, même dans la mesure où on peut battre les Américains à leur jeu. Alors le montant qui avait été levé, le final closing, c'était combien ? C'était 2 fois 10 millions en fait. Donc on était parti pour 2 générations de 3 ans. Ouais. Première génération 10 millions, deuxième génération 10 millions. D'accord. Voilà. Les participants, les investisseurs, c'était qui ? Les investisseurs, écoute, il y avait La Poste, il y avait Telindus, il y avait Arendt, il y avait SES, il y avait La Bille, il y avait iCapital, qui était un consortium d'entrepreneurs luxembourgeois. Il y avait l'État, bien sûr, et la SNCI. D'accord. Et alors, maintenant, quelques années après, le fonds est fini maintenant. Vous avez fini de déployer. On a fini de déployer, effectivement. C'est pas le premier fonds. Après 3 ans, on avait fini de déployer. On avait évidemment gardé de l'argent pour tout ce qui est follow-on. Donc, en français, je ne sais pas comment on dit, mais on gardait de l'argent pour continuer à supporter les entreprises du portefeuille. Et donc, oui, il fallait lancer une nouvelle génération, effectivement, pour pouvoir continuer le travail, parce que l'environnement a beaucoup progressé. Au départ, il faut dire, on n'avait pas du tout une vue claire de ce que pouvait donner ce fonds. Ouais. Faut être très honnête. Et on était très honnête avec les investisseurs à l'époque. On savait que le deal flow était très très limité. C'est un univers qui, faut pas oublier, la taille du pays, c'est plus petit qu'un arrondissement de Paris. Donc on parle d'un deal flow qui est maximum de 200 boîtes par an. Maximum. Et là-dedans, évidemment, il y a ce que je viens de dire, il y a beaucoup de boîtes de lifestyle. Donc au total, des boîtes éligibles, il y en a peut-être 5. Peut-être 5, ouais. Voilà. Oui, mais au final, si tu regardes, le premier fonds, on a fait 6 investissements sur 3 ans. Donc ça fait 2 boîtes par an. Ouais. Le deuxième fonds, on a fait 7 investissements. Donc 2 plus 1 par an. Et là, sur ce fonds-ci, on pense qu'on peut faire 10 donc celui boîtes. Qui a été annoncé, là, le deuxième. Oui, voilà, le 3. Le 3, voilà, 3e génération. On pense qu'on peut faire 10, peut-être même plus. Mais bon, on va pas s'avancer trop vite. On voit que il y a vraiment du deal flow de qualité. Le niveau a augmenté et la quantité a augmenté. Alors, ça n'a pas doublé. Ouais. Mais, et la taille globale d'ailleurs du deal flow, ça reste à peu près 200. Ouais. Donc c'est intéressant. Ça reste à peu près 200, mais là, à l'intérieur, la qualité à l'intérieur des 200 augmente. Alors moi j'ai été frappée parce que je côtoie un peu cet écosystème depuis quand même un petit temps et j'ai trouvé que les équipes étaient vachement plus internationales. Les équipes de start-up étaient pas du tout de la grande région, mais beaucoup plus internationales. Et c'est souvent, alors tu me dis si je me trompe, mais des personnes qui ont bossé chez Amazon ou qui ont bossé dans des grandes boîtes qui sont sorties pour monter un business. Est-ce que c'est correct ou pas? Écoute, c'est une des choses qui effectivement qui arrive. Donc tu as sur le spectre, il y a les équipes purement luxembourgeoises, très rares. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Et les équipes purement internationales comme ça, il y en a aussi. Et puis au milieu, c'est l'essentiel, je dirais, c'est des équipes plutôt internationales avec
peut-être un local dedans. Ouais. C'était une hypothèse de travail, c'était de se dire effectivement, tu as la PayPal Mafia, la eBay Mafia, Facebook Mafia, Google Mafia et tout ça. Alors à Luxembourg, on a toutes ces boîtes, les Apple, les PayPal et Amazon qui se sont installés il y a des années et qui ont maintenant, Amazon, ça doit être 3000 personnes, quelque chose comme ça, avec un super niveau, une culture quand même extrêmement dure et exigeante. Donc à un moment donné, nous on se disait, il y en a forcément qui vont en avoir marre et qui vont avoir envie de voler leur propre aile avec ce qu'ils ont appris. Ouais. Effectivement, c'est ce qui se passe. Ouais. Donc on en a baqué une première équipe, Go Nuggets. On en voit d'autres pour l'instant, effectivement, qui sont là, qui ont développé leur business plan, qui bootstrap, et on va voir ce que ça donne. Quel est l'effet que ce fonds peut avoir eu sur l'écosystème, si ce n'est bien sûr financé? Est-ce que tu penses qu'il y a eu peut-être plus d'awareness de la part du gouvernement, de la part des politiques, de la part même des investisseurs, le développement de business angels? Oui, je pense. En fait, le DTF, entre-temps, c'est vraiment devenu un outil qui est critique pour le développement du pays, de l'écosystème innovation, qui, je pense, n'est pas bien compris par les politiques, parce que c'est tout petit. Et on ne se rend pas compte de... En fait, la pensée humaine est linéaire, elle n'est pas exponentielle, donc on ne comprend pas, c'est difficile à comprendre à moins de faire des efforts, la taille et l'importance que ça peut avoir pour la taille d'un pays comme le Luxembourg. Et le DTF aujourd'hui, le Digital Tech Fund, il est un peu trop petit pour être viable de façon indépendante, donc il va falloir le faire grandir, mais je ne dis pas ça parce qu'il devrait être plus grand aujourd'hui, parce que non, il a la bonne taille par rapport à l'opportunité, mais on va devoir le faire grandir pour pouvoir aussi grandir un petit peu comme les homards qui ont besoin de perdre leur carapace quand ils grandissent. Mais ici, c'est à peu près la même chose. Donc si tu regardes, ce qu'on a pu apporter, c'est que dans tous les deals qu'on a fait, on était le premier institutionnel à bord. On a été à chaque fois lead investor, donc c'est nous qui faisons la term sheet. On syndique. Donc il y a un apport au niveau déjà de la structuration, et il y a un signal qu'on envoie quand on met une term sheet sur la table, c'est vété par une équipe de professionnels, et donc il y a effectivement un certain nombre d'investisseurs qui vont venir se joindre au syndicat d'investissement, ce qui est quelque chose que nous voyons de façon positive depuis toujours, parce qu'on considère qu'on ne doit pas être seul à supporter ces efforts et à apporter même des choses. Alors, celles qui ont du succès, elles doivent relever des fonds, en général beaucoup plus. Ça va bien au-delà de la capacité du Digital Tech Fund. Et donc, on amène notre réseau international de connexion avec des VC du monde entier, et notre connaissance du processus de levée de fonds, que n'ont pas en général les jeunes entrepreneurs. Même des entrepreneurs chevronnés n'ont pas nécessairement notre expérience, parce que nous, on est dedans en permanence. On n'est que dans des levées de fonds, vu le nombre de sociétés qu'on a dans le portefeuille. Donc forcément, il y a une chose à apporter. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on montre le chemin aux fondateurs pour gravir les différents échelons, les aider à grandir, leur insuffler souvent plus d'ambition, parce que souvent, c'est un peu bizarre de le dire, mais souvent ils ont peur d'avoir une grande ambition. Ils ont peur qu'on se moque d'eux, ils se disent si je crée déjà une boîte qui vaut 20 millions, c'est déjà énorme. Et puis on leur dit mais non, regarde ce que tu peux faire, tu peux déjà aller à 50 millions, à 100 millions. Et là maintenant, je peux te dire que tout ce travail, et il a été reconnu récemment d'ailleurs par Tom Michels, donc fondateur et CEO de Salonki. C'est le travail d'Alain, mon associé qui est au conseil d'administration depuis le début, qui leur a indiqué, si tu veux, l'étoile polaire, le grand nord. C'est quoi? C'est d'aller chercher des très gros chiffres, le milliard, parce que c'est possible avec une bonne stratégie, et ils ont une stratégie exceptionnelle, d'aller viser ce type de succès. Alors, le DTF, le Digital Tech Fund, vous aviez remporté un appel d'offres ou comment ça? Oui, c'est ça. Absolument. D'accord. Il y avait une dizaine de candidats pour gérer le fonds. D'accord. Alors, vous n'aviez pas que ce fonds-là.
Non. Vous avez pas d'autres consumer, ouais. véhicules. Donc si on parle maintenant plus spécifiquement d'Expon, tu as parlé de Alain Roderman, qu'on salue bien, que je connais. Est-ce que Hello, tu Alain. pourrais nous présenter un petit peu l'équipe, nous expliquer votre organisation? Et j'aurais aimé après que tu parles de certains deals que je trouve particulièrement intéressants. Je dirais lesquels. Ça va. Écoute, Alain, ingénieur, c'est notre négociateur. Marc, notre business guy, operations guy, qui fait tourner la boutique, le gestionnaire. Il y a Lily, notre mathématicienne, brillante mathématicienne et analyste. Et puis moi, modeste juriste et analyste aussi, tout comme elle. Alors, on est dans le venture, donc, comme je disais, depuis plus de 20 ans, avec de belles histoires. Hein. Alain, il y a 9 IPO derrière lui. Moi, je te racontais l'histoire M-Systems, VS, Vox Mobile et d'autres choses encore. Récemment, on a pu faire des très belles, déployer dans des très belles entreprises en série A, série B, série C, à travers toute l'Europe et aussi en Israël, dans des boîtes qui, je dois dire, connaissent non seulement des croissances exceptionnelles, même maintenant après le crash, mais aussi qui ont un impact positif sur le monde, ce qui est vraiment, pour nous, c'est absolument critique. Parce que l'une des raisons pour laquelle on a créé Expon Capital, c'est pour y mettre une partie de nous-mêmes. Et ça, c'est nous-mêmes, c'est quoi? C'est d'agir de façon responsable et pas de supporter des technologies qui vont aliéner le monde et nous mener vers des impasses. Vous gériez combien au total? On gère ça à peu près 100 millions d'euros à ce stade. Parfait. Alors, vous êtes complètement secteur agnostique. Hein? Oui. Vous êtes sur plutôt l'investissement au seed, série A. Le fonds Expon Growth, c'était série B, C, D. Là, le nouveau fonds que l'on veut lancer l'année prochaine, ce sera Expon Venture, ce sera un fonds en série A, B. Ok. Donc effectivement, en fait, la taille de portefeuille, souvent, elle détermine quand même beaucoup la stratégie. On voit là où on apporte le plus de valeur et clairement, on a des très belles boîtes à outils avec des beaux playbooks en seed pour amener les sociétés de façon super successful en série A, série B, qui sont quand même des étapes difficiles, surtout la série A, série B, c'est très difficile. On a quand même un très beau track record pour ça. Donc on veut se concentrer là-dessus. Ok, alors j'aurais aimé qu'on parle de 2 boîtes. Tu en as une que tu as mentionnée et une autre que j'aimerais couvrir. La première, c'est Nextgate Tech. J'aimerais que tu nous en parles. J'inviterai probablement le CEO parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est super intéressant et ça résout vraiment des gros pain points. Ouais. Et l'autre dont j'aimerais que tu nous parles, c'est Salonki, avec tout le volet d'embedded finance. Hein. Donc, est-ce qu'on peut avoir 5 minutes? Il nous reste un petit peu de temps, ouais. Écoute, Nextgate, c'est une boîte fabuleuse. Je suis très fier de leur parcours, vraiment. On a investi dans David et Sémine au tout début. Ils étaient 3. Ils avaient un premier POC. On a cru en eux, c'est tout comme l'histoire de Salonki d'ailleurs, il n'y avait pas grand-chose. Donc on croit d'abord dans les personnes qui mènent le projet. Ils ont démarré, c'est un peu un prototype de quand on décrit c'est quoi un bon deal. En fait, ici c'est David était front office dans un family office. Il avait besoin de certains types de solutions qu'il n'avait pas pour pouvoir suivre et calculer les naves, vérifier les naves, aller faire un peu d'analytics au niveau des fonds dans lesquels son family office avait investi. Et il était très frustré. Et donc, il avait identifié un besoin. C'est peu de dire parce que quand on voit l'industrie financière, finalement, l'industrie des fonds, sur base de quoi elle fonctionne, c'est sur base du software le plus successful dans l'industrie, dans le monde depuis 20 ans, c'est Microsoft Excel. Et donc, je sais pas moi, il doit y avoir 700 trilliards de dollars dans l'économie mondiale, et tout ça fonctionne sur Microsoft Excel. Donc c'est très powerful, mais en même temps, c'est quand même super limité, parce que tu peux faire beaucoup de choses, mais tu peux pas faire grand-chose en même temps.
en termes de capacité de compute, de collaboration, d'analytics, tu es très limité. Et donc, ils se sont dit, on va créer une solution qui, justement, va adresser... Alors, ils sont partis d'un use case. C'est lequel ? Qui est nav monitoring, donc qui est très drivé par la réglementation, par les besoins de la CSSF, et pour un besoin qui finalement était, pour une obligation plutôt pour les ManCo qui étaient relativement moyennement bien appliqués, faute d'outils. Et donc ils sont arrivés avec cet outil après quelques mois de développement. Je me rappelle, lors de la due diligence, les premiers feedbacks qu'on a eus, c'était les mêmes feedbacks à chaque fois. J'avais sélectionné un small size ManCo, mid size ManCo, big size ManCo. On a été au pitch avec Davidé. La réaction behind the scenes après, quand j'ai débriefé avec nos interlocuteurs, c'était non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est tellement painful. Non, mais ils pensaient pas que c'était possible d'avoir une solution aussi puissante par rapport à ce qu'ils faisaient. Donc, il faut s'imaginer que c'est des boîtes qui, en général, ont 5, voire 10, 15 personnes full-time pour faire ce travail de calcul de nav pour toute la semaine. Et donc, fin de semaine, ils arrivaient à la solution. Et puis là, ils avaient flagué les problèmes. Et ils avaient quelques heures pour résoudre les problèmes avec les service providers, avec Fodadmin. Et donc, finalement, le vrai travail requis par la SSSF, il devait être fait en très peu de temps. Puisque tout le travail en amont, il fallait toute la semaine. Et voilà que NextGate arrive et dit nous, c'est en moins de 10 secondes, on va dire. Tout le travail de la semaine est fait de toute une équipe. Évidemment, l'incrédulité, elle est évidente. Non, c'est pas possible que tu fasses ça. Ça doit être faux. Et moi, maintenant, évidemment, vu le succès énorme de la société, les superbes références qu'ils ont, tu te rends compte que... Ils ont signé avec qui ? Ils ont signé avec BP2S, tous ceux qui sont connus, c'est avec BP2S, avec Universal, avec Amundi, avec Nico, avec des dizaines de boîtes, des références en fait, références dans le monde de l'asset management. Ils ont relevé, là, ils ont relevé, il n'y a pas longtemps, un tour. Ils ont relevé au total 15 millions de Serie A. Ok. Ouais, c'est une très belle Serie A. Et vous étiez lead investor ou pas ? On était lead au départ, oui, tout à fait. Il y a eu plusieurs tours. Donc on a investi il y a 5 ans, je dirais, ou 4 ans. 4 ans. Il y a 4 ans dans la société. Entre-temps, la société a profondément évolué. Je suis très fier des fondateurs parce qu'eux-mêmes ont énormément progressé humainement, en termes de leadership. La solution n'a plus rien à voir avec ce à quoi elle ressemblait au départ. Elle est évidemment beaucoup plus large, beaucoup plus profonde que ce qu'elle n'était au départ. Donc c'est ça, c'est l'intérêt finalement du venture, c'est de pouvoir un peu voir quel est le potentiel, parce qu'en fait on travaille, la matière elle est minime. C'est vraiment l'humain. C'est clair. Ouais. Alors l'autre boîte à laquelle je pensais, c'est Salonki, parce que de l'extérieur, il y a plein de gens qui perçoivent ça comme une solution assez simple pour booker des rendez-vous chez des esthéticiennes, coiffeurs et compagnie, alors qu'en fait c'est immense en fait. C'est un operating system comme ils disent, ou moi j'appelle ça un ERP, mais eux ils appellent ça operating system. Un operating system pour ces salons de coiffure, de beauté, barbier, massage, etc., qui permet de gérer le payroll, de gérer les stocks, de gérer le calendrier effectivement, également les paiements. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle en venture, il y a le first act, second act, third act. Donc le first act, c'est ce que tu fais payer d'abord pour un certain nombre dans une plateforme avec des basic features. Et ça, c'est ce que tu factures chaque mois. Et puis tu as une progression exponentielle de ton chiffre d'affaires en fonction du nombre de salons à qui tu vends. Au-dessus de ça, tu peux rajouter un second act qui est une added feature que tu vas proposer à ces salons pour qu'ils s'abonnent, et puis une troisième, et puis une quatrième, et puis en fait le type de courbe, tu as vraiment à ce moment-là, tu commences à avoir un hockey stick, parce que
comme tu amènes ces nouvelles features de plus en plus tard dans le temps finalement dans la courbe, comme tu les amènes à un point où il y a déjà énormément de clients, en fait, ça te donne cette pente presque verticale en termes de croissance du chiffre d'affaires. C'est aussi un textbook success story, tu vois, à l'américaine. Top, super. Alors vos prochaines étapes, c'est quoi ? Prochaines étapes, écoute, d'abord, c'est clôturer cette troisième génération de fonds pour le DTF. Notre objectif, c'est 20 millions. On n'y est pas encore, on n'est pas très loin. Je pense qu'on pourra faire ça d'ici le mois d'octobre, quelque chose comme ça. Puis, c'est de déployer, évidemment. On a fait un premier investissement qui sera bientôt annoncé, j'imagine d'ici la fin du mois. On a pas mal de choses dans le pipe intéressantes, comme je disais. Tu peux le dire, parce que l'épisode sera publié... Donc ça s'appelle Videobot. Ok. Videobot, je ne sais pas si tu le connais. Non. C'est un fondateur finlandais qui est basé ici à Luxembourg. Son cofondateur est basé à Helsinki. C'est super intéressant. En fait, ils partent du constat que aujourd'hui, où est l'attention ? Elle est sur des apps comme TikTok, Insta, sur du contenu vidéo vertical. Et quand si tu proposes du commerce, en fait, tu t'es lié vers une page web statique, éventuellement, à moins que ce soit déjà bien intégré dans Insta, ce qui arrive de temps en temps, mais pas toujours. Et donc, tu casses la dynamique de quelque chose de super fluide. Et si les gens veulent juste de l'information, mais pas du commerce, tu arrives de nouveau sur un site web qui est statique et tu casses cette dynamique où tu vas lire du texte. Donc, eux, ils disent... On te fait des vidéos comme sur un format écran. Ouais. Et dans la vidéo où Solène présente sa société, tu mets des boutons pour pousser 1 si vous voulez que Solène parle de son prochain podcast, pousser 2 si vous voulez que Solène parle de son projet de Summer Vacation. Voilà. Et donc, à chaque fois, on te voit qui explique... ton produit et donc tu as cette connexion personnelle, c'est vraiment et quand tu sais que Google à partir de l'an prochain va indexer le contenu vidéo de façon beaucoup plus profonde que ce qu'ils font aujourd'hui, parce que là tu peux avoir des liens vers des vidéos et en fait ils indexent pas de façon profonde les vidéos, parce que surtout à part YouTube, les gens n'ont pas des vidéos sur leur site web. Donc ici, si tu as des vidéos sur ton site web, ils vont t'indexer tes vidéos qui sont sur ton site web. Génial. Voilà. Malin. Ouais. Donc déploiement de votre fonds. Déploiement du fonds et puis marketing de notre prochain fonds, donc Expand Ventures, qui on va se mettre en route. Parfait. Bon, on se quitte sur une recommandation de livre. On parlait de Jung. Oui, non, je vais pas aller là-dessus. De livres, écoute, livres et podcasts. Podcast, mon coup de cœur depuis quelques mois, c'est The All In Podcast, que beaucoup de monde connaissent, mais j'adore, ils me font trop rire. C'est pour parler venture, politique, géopolitique, politique américaine, économie, c'est assez cool. Sinon, moi, j'ai un bouquin que j'ai adoré il y a quelques mois, c'est Cheap War de Chris Miller. Exceptionnelle analyse de la géopolitique des puces électroniques. Ça va bien au-delà des puces électroniques en tant que telles, mais de finalement pourquoi c'est un enjeu majeur pour le monde de contrôler la supply, la vente, la production et la vente de puces. Okay. Après, il y avait deux autres que j'ai trouvé vraiment très cool. Il y a Lifespan de David Sinclair sur la longévité, qui est vraiment un bouquin assez eye-opening en termes de ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur ce domaine de l'extension de la durée de vie en bonne santé. Et puis le dernier, c'est un bouquin d'Eric Schlosser qui s'appelle Command and Control, qui est assez vieux, je pense, sur l'histoire du nucléaire. Ouais. C'est complètement hallucinant comme bouquin. Bon, c'est un peu nerdy de nouveau, mais pour lire sur une plage, mais c'est absolument dingue de se rendre compte de ce qui se passe encore aujourd'hui, de ce qui s'est passé, dans comment l'arsenal nucléaire mondial a été géré et le nombre d'accidents qu'il y a eu
autour de nous sans qu'on le sache. Ça marche. Merci beaucoup Jérôme. Avec plaisir. À bientôt. Merci Solène. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.